fidèles de E29 TV, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, ce soir je reçois sur notre plateau un cadre du FPI. Faut-il préciser le FPI tendance à Ouattara Sangaré, malheureusement c'est maintenant comme ça qu'on doit le présenter. Monsieur Cédric Koné est juriste, spécialiste des droits fiscaux, ancien délégué national chargé des relations publiques du FPI et actuellement il est secrétaire général chargé des sections et du marketing politique du FPI France. C'est cela. Cédric Koné, merci d'être passé nous voir. Je vous en prie, M. Niabré, merci pour l'amitié que vous faites au Front populaire ivoirien en nous invitant aujourd'hui. Il est important qu'on vous ait sur le plateau, c'est pour nous un plaisir, un honneur, parce que la Côte d'Ivoire traverse des moments pas troubles mais difficiles. Il est important que le FPI donne son avis et son mot à dire par rapport à ces situations. Monsieur Cédric Koné, comment se porte le FPI? Le Front populaire ivoirien, il va bien. Il tient malgré tous les soubresauts que nous avons connus. Nous continuons à tenter d'aller de l'avant, malgré le fait qu'on essaie de nous entraver, le fait qu'on essaie de nous étouffer, le fait qu'on essaie de scinder en deux le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, j'ai envie de le dire, il est de retour. Donc en anglais, le FPI is back aujourd'hui. Monsieur Cédric, la fête de la liberté, qui est une marque de fabrique du FPI, a été célébrée cette année à Kouré, avec beaucoup de succès, malgré l'interdiction du départ. Est-ce pour vous un désaveu du camp AFI? Parce qu'il avait souhaité que cette fête n'ait pas lieu. Bon, écoutez, les individus, ils ont leur aspiration, et puis dans la marche des choses, les faits s'effectuent. Moi, je n'ai pas de lecture précise sur le désaveu ou pas. Ça sous-entend qu'en amont, il y avait une entente. S'il y a un désaveu, c'est qu'il y a eu une entente qui n'a pas marché. Et le Front populaire ivoirien ne se porte que mieux aujourd'hui parce qu'à Corée nous a permis de démontrer notre capacité de mobilisation. On a démontré au monde que le parti de Laurent Gbagbo continue à vivre. On a démontré au monde qu'ensemble, on est plus fort. Et on a démontré au monde que si nous exploitons les potentialités que nous avons, en 2020, nous pourrons revenir au pouvoir. Non, le terme désaveu que j'ai employé tout à l'heure, c'est parce que le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir en place, dit qu'il ne reconnaît que le cas AFI comme le seul représentant légal du FPI, alors qu'il n'a pas empêché le pouvoir, il n'a pas empêché que cette manifestation ait lieu. C'est pour cela que je parle de désaveu. Quand je parle de désaveu, c'est par rapport à ce rapport avec le pouvoir en place. Bon, pour moi, il n'y a même pas de tabou à en parler. Vous savez, dans le cas AFI, souvent quand j'entends certains de ses collaborateurs s'exprimer, je me demande franchement quelle école de droit ils sont allés. Un contrat, je vais prendre l'illustration du contrat pour vous donner le fond de ma pensée. Un contrat, c'est une loi qui s'établit entre deux personnes. Une convention, c'est une loi qui se fait entre plusieurs personnes. Donc en adhérant au Front populaire ivoirien, on a tous signé une convention. Donc le juge ne peut pas venir changer la nature de nos rapports au sein du Front populaire ivoirien parce que nous nous sommes donné un cadre légal dans lequel nous marchons. Donc quand le juge reconnaît AFI comme le président légal, il se méprend parce que nos tests, l'article 25 du statut du Front populaire ivoirien dit que c'est au comité central de convoquer un congrès. Donc il y a une légalité du congrès parce qu'en amont, on s'était déjà tous mis d'accord, on adhérait au Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, je l'ai clamé, j'ai dit que le juge ivoirien s'est mépris quand il a rendu cette décision-là. Mais dans une optique de pilotage de l'opposition, on a dit que c'est X ou Y qu'on reconnaît au plan légal. Bon, ça laisse à désirer de la façon de réfléchir des uns et des autres, mais ça ne nous concerne plus. Nous avons la légitimité et nous sommes légaux parce qu'il y a un congrès qui a décidé légalement de donner les rênes du parti à Gbagbo. Est-ce que ça dit souvent au propos que la décision de la justice ivoirienne par rapport à cette situation est devenue l'effet? Bon, devenue l'effet, non, il y a un effet exécutoire qui se met en place tout de suite. Moi, je ne suis pas bien placé en tant que juriste pour critiquer une décision de justice, c'est interdit, c'est formellement interdit, je ne le fais pas. Mais dans le fond, le juge ivoirien n'a pas à s'immiscer dans un contrat entre des personnes privées. Il ne s'agit pas d'une institution du pays, il ne s'agit pas d'un organisme public. Le juge ivoirien n'avait pas à s'immiscer dans nos affaires internes. Un rapprochement entre ces deux tendances, ce n'est pas tel bénéfique
au parti, au FPI, dans la perspective des élections 2020? Comme je le dis toujours, pour moi, ce n'est pas un tabou. Avec Afin N'Guessan, on a atteint un point de non-retour. Déjà parce qu'au niveau de sa gestion du Fonds populaire ivoirien, ça a été une calamité et il ne faut pas avoir honte de le dire. 10 ans sans formation idéologique des militants, on n'a même pas de patrimoine. Aujourd'hui, le Fonds populaire ivoirien n'a pas de siège. En tant que Premier ministre, incapable d'être le coordinateur de l'action gouvernementale du gouvernement, du régime Gbagbo, bon, qu'est-ce qu'on va chercher à faire une réconciliation? Il a choisi sa voie, il part. Il n'a pas eu cet honneur-là de dire, bon, écoutez, moi je démissionne, je vous laisse votre parti, je pars. C'est turiféraire et lui, ils sont en train de s'activer pour faire un combat de logo et tout ça. Le jour où le régime Ouattara ne sera plus aux affaires, je suppose que M. Afi va partir avec le régime Ouattara parce que c'est la décision de justice rendue sous le chef de l'État Ouattara qui lui permet aujourd'hui d'exister en tant que Fonds populaire ivoirien. Sinon, il a été radié par un congrès légal. Est-ce que cette situation ne va pas perturber vos membres, vos militants? Perturbation, je ne sais pas. Je ne crois pas. Parce que quand on a dirigé un parti et que pendant 10 ans, on n'a pas eu à faire de formation idéologique des militants de ce parti et qu'on n'a pas eu également à parler de la fonction programmatique du parti et qu'on a laissé le champ politique en chiffres pour croire que oui, parce que les gens nous aiment, ils vont voter pour nous sans entretenir les bases, sans créer de nouvelles sections, sans parler avec les militants, sans former les militants au plan civique, vous pensez que les militants, ils se retrouvent en qui? Aujourd'hui, la chance du Fonds populaire ivoirien, c'est le fait qu'il y a eu une injustice qui soit faite à Gbagbo Laurent. C'est ce qui aujourd'hui est en train de nous soutenir et il faut capitaliser cela. Il faut aujourd'hui aller vers les militants, les former idéologiquement, leur apprendre les bases de la gestion programmatique pour qu'on puisse proposer quelque chose de viable aux Ivoiriens. En parlant du président Laurent Gbagbo, nous avons lu en début de semaine qu'il y a eu un rapport à La Haye de l'expert en ADN qui a examiné les t-shirts, je pense, à propos des femmes tuées à Bougar. Ce dernier aurait indiqué que les éléments contenus sur le t-shirt ne seraient pas du sang. Pour le juge que vous êtes, est-ce que ce genre d'affirmation ne faut pas faire tomber tout l'argumentaire du procureur de la CPI? Ça peut être un élément de plaidoirie de la défense du président Gbagbo, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont suffisamment madrées aujourd'hui pour assurer sa défense et lui prodiguer de sages conseils, de sorte à ce qu'il puisse adopter une stratégie par rapport à l'expertise. Chacun utilise une expertise à bon escient et à ses fins dans le cadre d'un procès, et on va laisser la justice suivre son cours. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on fait ce procès, beaucoup de témoins qui étaient chargés d'être témoins, censés être témoins à charge, ils se perdent un peu dans les témoignages. On parle de contradiction en contradiction, mais ce témoignage de l'expert, parce que c'était l'histoire des femmes d'Abouga était une histoire probante, c'était un élément sur lequel on avait vraiment tablé au niveau de ce procès. C'est pour cela que ma question revient sur le fait que l'expert ait indiqué que les éléments contenus dans son expertise, ce ne serait pas du sang. Si ce n'est pas du sang, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas ce qui a été dit depuis. Mais vous savez, on espère, parce que de toute façon, la démarche du FPI, c'est de permettre au président Gbagbo d'être libéré. Donc, c'est en cela que ce commentaire-là tombe à point nommé. Enfin, de mon point de vue, moi, il y a une chose qui se passe en ce moment qui est bien, c'est qu'avec les témoignages, avec les expertises et autres, la vérité est en train d'apparaître belle et nue. Parce qu'auparavant, nos adversaires ont utilisé beaucoup de subterfuges, beaucoup d'artifices pour dire bon, Gbagbo le dictateur, Gbagbo le tueur de femmes, Gbagbo et sa gestion calamiteuse. Aujourd'hui, à la face du monde, aux yeux du monde, les éléments sont en train de sortir petit à petit et ils sont en train de démontrer qui a fait quoi dans notre pays. Donc il faut laisser le procès suivre son cours. Et ces éléments profitent visiblement à l'image du chef de l'État et en fait du président Gbagbo et du ministre Chablé Goudé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour que toutes les vérités qui n'étaient pas sûres là soient mises sur la place publique, parce que les Ivoiriens également ont besoin de vérité. Les Ivoiriens ont besoin de savoir qui a fait quoi, les Ivoiriens ont vraiment besoin de savoir qui les aime, les Ivoiriens ont besoin de savoir qui propose quoi de façon concrète pour améliorer leur quotidien. Qui les aime? On va revenir sur la vie politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Depuis le début de l'année 2017, la Côte d'Ivoire est secouée par des remous au sein des forces armées. On parle de mutinerie
en soulèvement, on parle de démobiliser, on parle de mutin. Ça s'y perd un peu parce qu'on ne comprend plus trop bien ce qui se passe. Alors, ce sont des revendications pécuniaires. Est-ce qu'on a vraiment une armée professionnelle? Quand on sait que dans une armée, le vrai caractère de l'armée, c'est la discipline. Vous savez, moi, je ne brocarde jamais les institutions de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, je parle étant dans l'opposition. Demain, je ne sais pas, je vais me retrouver à collaborer avec des éléments de l'armée. Mais ce que je peux dire, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, les mutineries, les mouvements d'humeur des soldats, c'est l'inconséquence de la classe politique ivoirienne qui nous a conduits à cela. La guerre, vous avez les rébellions, vous avez tout ce qui s'est passé, c'est l'inconséquence et l'incapacité de la classe politique à améliorer le quotidien des Ivoiriens qui nous a menés à cela. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que de jeunes enfants qui aujourd'hui n'ont même pas l'âge de certains, qui sont en pleine adolescence, se lèvent, poignent des machettes, ils arrivent à agresser des personnes? Bon, ça c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre... On a déjà des problèmes qui sont latents, on a un problème structurel au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et les politiques, par manque de vision, ont du mal à améliorer le quotidien de leur population. Donc, on ne pourra pas gérer les choses en critiquant pour critiquer. Il faut changer les choses, il faut aller au four et moulin. Pour qu'on puisse discipliner l'armée, il faut que l'armée sache quelle est sa mission, il faut qu'on forme. C'est un problème de formation, c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de discussion. Donc il y a beaucoup de choses à reprendre au sein de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut replacer la notion d'intérêt général dans le cœur et dans la tête de tous les Ivoiriens. Oui, est-ce que le programme de progression militaire qui est en place, est-ce que ça va pouvoir se faire dans la mesure où les éléments qui reviennent le plus souvent, c'est le fait que c'est une armée de ramassis, de rebelles, de combattants, d'ex-combattants et tout ça. Ça pose forcément un problème parce qu'une armée, c'est quand même une formation. Moi, j'ai déjà même un problème avec le libellé de la loi de programmation militaire. Ça sert à quoi? Quand on prend une loi de programmation, dans le corpus institutionnel, une loi de programmation, c'est une loi qui est mise là pour qu'on puisse expérimenter un certain nombre de dispositifs. Et je crois qu'elle est sur 3 années. Et à partir de la 3e année, on voit si ça marche, si on le reconduit ou bien si on ne le reconduit pas. Bon. Et c'est plus en finance publique qu'on parle de loi de programmation pour qu'on puisse voir un peu quel est l'état de la stabilité et le solde structurel d'un État. Mais les gens prennent les lois de programmation parce qu'ils ont entendu ça à gauche, à droite, et puis bon, on va venir calquer, faire joli sur du papier sans même avoir de mesures d'accompagnement. Non, il faut qu'on discute sur des choses qui sont réelles, il faut qu'on discute sur des choses qui ont un sens. On ne peut pas calquer les institutions de la Ve République française et puis prendre des lois qui viennent de la Ve République française sans qu'elles aient de sens. On ne se pas adapté à nos réalités. Il faut déjà même que ces lois qu'on prend là aient un sens dans la tête de celui qui introduit des lois. On ne peut pas prendre des lois pour faire joli. Ça ne tient pas. Monsieur Ricoli, dans le cadre de cette mutinerie, il y a bientôt une dizaine de jours, il y a eu découverte d'armes, vraiment des armes d'un nombre assez important. Un domicile privé à Boaké de M. Kamagaté, qui est le chef de protocole du Sorogium, celui qu'on appelle Soul. Des armes ont été découvertes là-bas. Et puis, depuis le début de cette semaine, ce dernier est attendu par la gendarmerie. Il est attendu lundi. Également, je pense aujourd'hui, il a été entendu. Mardi aussi. Donc d'abord vendredi dernier, lundi et aujourd'hui mercredi. Il est entendu. Mais dites-moi, vous qui êtes juriste, vous qui êtes dans le droit, on fait quoi du flagrant délit? Parce que c'est un flagrant délit. Ça a été pris chez lui. Il a avéré que c'était des armes qui étaient chez lui à la maison. Mais il est toujours en audition libre. Alors, je ne comprends pas trop bien. Il ne faut pas qu'on fasse aussi également du bon jurisme. S'il est en audition libre, peut-être que dans notre ordonnancement juridique, on a le statut de témoin assisté désormais, qui peut lui permettre d'aller et de venir, d'être libre de ses mouvements. Mais ce que je peux souligner, c'est qu'il y a une espèce de justice à géométrie variable, où on accorde la présomption d'innocence à certains individus, où on accorde la présomption d'innocence à certains individus, pendant qu'on ne donne pas ce même bénéfice du doute là au pro-Gbagbo. Et ça, c'est ce qui est déplorable. Mais ça ne sert à rien aussi de jaspiner pour jaspiner. Il faut qu'on puisse se mobiliser de part et d'autre pour qu'on voit quel est le lobbying adéquat pour faire plier la justice ivoirienne quand elle
elle a ce type d'acte-là. Parce que la justice, elle doit être équitable pour tout le monde. Mais ce n'est pas seulement à la justice de rentrer dans ses carcans quand elle fait quelque chose, parce que le juge, il a un pouvoir d'appréciation qui est discrétionnaire. Donc il fait ce qu'il veut. Il faut que nous puissions nous mobiliser et voir un peu quels sont les aspects des problèmes à saisir pour qu'au moins ça ne puisse pas être une torture pour nos militants. Voilà. Et puis bon, après, écoutez, aujourd'hui, le régime Ouattara est peu regardant sur le respect des procédures. Nous le déplorons, donc il faut que nous puissions nous organiser de façon concrète, pas faire le bavardage. Et puis le régime Ouattara, nous portons secours à nos camarades. Au niveau de ces mutineries depuis janvier 2017, est-ce que ce régime-là a encore en contrôle la situation en Côte d'Ivoire? Bah écoutez, moi j'ai toujours dit que c'est un régime qui fait de la communication cosmétique. Parce que vous avez un régime... Ah, cosmétique même? Oui, communication cosmétique. Vous avez un régime qui parle de croissance. Oui, moi je veux bien reconnaître la croissance. J'ai vu que la croissance pour 2017, selon la Banque mondiale, tablait sur 6%. Oui, c'est de la croissance extensive. M. Ouattara vient du Fonds monétaire international, tout le monde le sait. Il est formé à l'école de Dexter Wife. Ils font de la croissance extensive, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens de production à ceux qui ont déjà les moyens de production pour qu'on crée une situation de oligopole. C'est-à-dire qu'il faut que les produits inondent le marché, ça favorise le jeu de la concurrence. Alors que dans nos États où l'individu, il est assis chez ses parents, assis qu'au là-bas, il attend 2000 francs pour aller déposer ses dossiers au plateau, il ne peut pas être un agent économique qui va opérer des choix. Donc il y a une croissance extensive qui fait que l'entourage de Ouattara se remplit les poches. Quand vous êtes dans les bonnes grâces de la famille Ouattara, vous bénéficiez d'exonération sur le droit unique de sortie au niveau du café cacao. Vous avez la nièce même du chef de l'État qui est dans tous les conseils d'administration. Voilà, donc c'est un peu à ça. Vous avez le frère du ministre de l'Intérieur qui a reçu une dotation de l'État sur un contrat fluvial. Ben, c'est des choses qui sont sur la place publique aujourd'hui. Donc voilà un peu le sens de la croissance de Ouattara. Non, donc on est en face d'un pouvoir d'affairiste. Ah, c'est pas moi qui le dis. Non, je le constate parce que... moi, je ne veux pas dire clientélisme. Clientélisme parce qu'on paye son maintien au pouvoir à partir de certaines oligarchies qui se sont maintenues au pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Revenons un peu au FPI. Le CAAFI a décidé le 17 juin prochain d'organiser une marche. Ça répond à quoi, selon vous? Ah mais vous m'avez présenté comme étant un membre du camp Sangaré. Donc moi je confirme. Je ne peux pas présupposer de ce que le camp AFI a décidé de faire ou de ne pas faire. Tout comme ça n'engage que AFI Nguessan et ses SBI, la marche qu'il projette pour le 17 juin. Des cadres du FPI, dont Danon Djedje, Kwa Justin, Daï Nestor, ont été condamnés récemment, il y a une semaine, à 30 ans de prison. Donc 30 mois de prison, dont 24 ont été purgés par eux parce qu'ils sont là-bas depuis 24 mois. Du coup, il y a seulement 6 mois à purger. Est-ce que notre justice est là pour dire le droit? Parce que certains cadres du FPI, certains prisonniers du FPI sont encore là-bas depuis certains 2 ans, 3 ans, sans qu'on leur signifie pourquoi ils sont arrêtés. Récemment, la dame Méo a été arrêtée, a été libérée, sans qu'on lui dise pourquoi est-ce qu'on l'a arrêtée, pourquoi est-ce qu'elle était en détention. La première dame, Simone Gbagbo, a été acquittée sur un dossier et elle est encore en détention. La justice ivoirienne a-t-elle un problème? Là même, je profite également pour saluer à nouveau Madame Antoinette Méo, que j'ai eu au téléphone à sa sortie de prison. Je lui ai réitéré les remerciements du Front populaire ivoirien. Bon, il ne faut pas brocarder également l'institution qu'est la justice ivoirienne qui peut-être est bridée aujourd'hui par un régime. Parce que chez nous, le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre les institutions, entre le régime et puis entre ceux qui font les choses. Vous avez de brillants juristes qui aujourd'hui occupent des postes de magistrats. Vous avez une juridiction du commerce qui tourne à plein régime, ça c'est de bonnes choses. Moi je déplorais même dans la Constitution que le chef de l'État soit toujours le chef suprême de la magistrature. Ça j'ai toujours dit que le chef de l'État ne peut pas être le président du Conseil suprême de la magistrature. Ça c'est quelque chose qui relève de l'arbitraire. Donc la société est là, elle donne mandat au procureur pour poursuivre des infractions. Les juges devraient statuer en liberté et en équité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de principes qui régissent la fonction de juge. Bon,
est-ce qu'il faut brûler toute la justice? Non, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, Ouais. il y a de bonnes choses dans notre justice, on essaie d'améliorer parce qu'on a vraiment de gros problèmes au niveau structurel, mais voilà, il faut également tenter d'améliorer les choses. Et ce n'est pas avec le régime de Ouattara qu'on va l'améliorer. Enfin, les améliorer. Il y a des éléments sur lesquels je ne suis pas revenu, je vais quand même poser la question là-dessus. Oui. Demander votre avis là-dessus. Deux ministres du gouvernement actuel, à savoir Koné Bruno et Touré Amadou, ont eu des propos en début de semaine pour lesquels je veux votre avis. Citoyen que vous êtes, c'est vrai que vous êtes de l'opposition, c'est vrai. Vous êtes un citoyen ivoirien, vous pouvez avoir votre avis là-dessus. M. Touré Amadou, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, je pense, à la formation, a dit ceci. Il dit que l'armée ivoirienne est en déliquescence depuis le temps de Choubani, 90, ce qui est assez grave quand même, je veux dire. Et le ministre Koné Bruno y allait de son petit commentaire lui aussi, il dit que les mutineries actuelles sont dues au fait qu'en 2010, le président Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite au cours des élections, et c'est cette situation-là que nous payons aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un pouvoir qui a la culture de l'excuse? Déjà, même ce que j'ai envie de demander, qu'est-ce qui n'est pas la faute à Gbagbo dans ce pays-là, en fait? Parce que Gbagbo est devenu un fourre-tout pour masquer l'incapacité de certains à gérer le pays. L'armée ivoirienne, c'est une armée qui sort de l'indépendance, qui doit prendre le temps de se professionnaliser. Il ne faudrait pas que ça soit une armée qui soit le refuge pour des gens qui n'ont pas d'autre issue. C'est pour ça qu'il faut créer de très bonnes conditions pour que les gens puissent s'insérer professionnellement. Et là, généralement, je prends cet exemple-là. Je dis, si on veut créer de l'emploi chez nous, il faut s'appuyer sur certains pans. On prend la jeune dame qui aujourd'hui commence son commerce d'Aloko. Quand elle a fini le commerce d'Aloko, il faut qu'elle puisse passer à autre chose. Il faut qu'il y ait une comptabilité qui puisse l'aider à acquérir un crédit. Mais elle ne pourra pas faire de comptabilité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'artisans chez nous. C'est ça qu'on appelle l'artisanat. Si je fais une répartition sur 322 462 km² à raison de 10 artisans point comptable, ça me fera tout de suite 32 465 comptables qui sont embauchés, sans compter les échelons de responsabilité. Donc voici de petites astuces. C'est vrai que je le dis tout de suite, ça paraît facile, mais c'est un travail qui a été laborieux et élaboré pour en arriver. Je vous donne que la conclusion. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour développer, dynamiser l'économie, de sorte à ce que les gens puissent se sentir bien et que l'armée soit une vocation et non un refuge. Parce que visiblement, on pensait à cette armée-là. Au moment de la crise, il y avait le DDR. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a aucun rapport sur le travail du DDR. Parce que si ça avait bien fonctionné, on n'aurait pas de démobilisés, des lutins, des gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu leur part de je ne sais pas quel gâteau. DDR. Mais le DDR même, il a été biaisé depuis le début parce qu'on avait un accord qui avait été signé entre les rebelles et nous, à l'époque. Mais on a constaté que les rebelles ont rapatrié tout leur armement au niveau du Burkina Faso pour revenir en 2010, infiltrer et constituer des cellules au niveau d'Abobo pour attaquer les positions gouvernementales. Donc le DDR, il n'y a pas eu de sincérité. On n'avait pas, quand on négociait les accords, on n'avait pas la sincérité nécessaire pour dire oui, il faut sortir. Ah, les mutins, les mutins, on dit que leurs revendications salariales, leurs revendications pécuniaires étaient contenues dans les accords de Ouagadougou, ce qui n'est pas forcément vérifiable ou vérifié. Oui, mais il faudrait peut-être qu'on vérifie comment est-ce que tout ceci s'est passé, comment est-ce que leur dette a été constituée. Tout compte fait, pour la plupart, ce sont des enfants de l'État de Côte d'Ivoire. Il faudra à un moment donné ou à un autre discuter avec eux pour soit les réinsérer ou soit les professionnaliser. Parce qu'on ne pourra pas laisser le pays dans cet état de fait. Parce que nos concitoyens ont besoin de sécurité et d'opportunités. Donc à un moment donné, il faudra que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on puisse régler ce problème-là définitivement et puis aller de l'avant. Ah oui, parce qu'effectivement, le gouvernement actuel a une gestion adjonctive variable de différents remous, parce que d'autres corps de l'État, des fonctionnaires, tout ça, des enseignants, ils font des grèves pour réclamer également leur... C'est exactement. Mais je trouve que le gouvernement, lorsque les fonctionnaires font des grèves, ils sont punis, on leur fait des rétentions sur leur salaire, et bon, est-ce à dire qu'on montre aux jeunes gens
pour avoir ce qu'ils veulent, il faut prendre les armes. Non, mais ce n'est pas la bonne voie et ce n'est pas la bonne manière de faire. Vous savez, on a vraiment beaucoup trop de problèmes chez nous. Il faut revaloriser le salaire des fonctionnaires en même temps qu'il faut décongestionner la fonction publique. Il faut régler le problème des retraites, voir s'il faut continuer sur le système de retraite par répartition qui ne marche pas très bien ou aller vers une retraite par capitalisation. Donc, c'est beaucoup de pans de la vie chez nous qu'il faudrait régler pour éviter que les jeunes gens naient en modèle les anti-héros. Parce que c'est les faux héros qui aujourd'hui sont devenus les modèles de mes petits frères et ça je déplore. Donc il faut que nous soyons capables de discuter avec les partenaires sociaux pour savoir quelles sont les solutions concrètes que nous offrons aux populations ivoiriennes. Il faut que le mécanicien, moi je le dis très souvent à mon mécanicien, je dis quand tu vas rentrer à Abidjan, il faut que tu puisses soigner ton enfant dans un environnement assez bien, il faut que toi-même tu puisses te déplacer convenablement, il faut. Donc c'est pas avec des il faut également qu'on va changer le quotidien de nos populations parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble que nous allons réussir les défis contemporains de la démocratie et c'est ensemble que nous allons réussir la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire. Merci M. Dilkoné, c'était un débat, des échanges qui ont eu des bonnes portées, je suppose. On a eu plaisir à vous recevoir et cette émission tend vers sa fin. Quel est votre dernier mot? Alors, le dernier mot, ce que je peux demander aux Ivoiriens, c'est de ne pas perdre espoir parce que c'est ensemble que nous allons réussir les défis de la démocratie, c'est ensemble que nous allons bâtir cette nation-là et c'est ensemble que nous allons donner à manger aux enfants de ce pays-là. M. Dilkoné, merci. Vous direz merci également au passage, vous saluerez de ma part la représentante du FPI en France, Mme Odette Hortense Adéa-Salé. Et chers téléspectateurs, cette émission est bien terminée. Vous pourrez couper votre poste de télévision et puis vaquer à d'autres occupations. Au revoir et à la prochaine fois.